Aujourd'hui, on va parler de vasculite en cas. On m'a donné comme mandat de faire une revue de la pathologie assez largement, parler de sa présentation clinique et de son traitement, en se basant, si possible, de manière le plus vulgarisée possible sur la pathophysiologie de la maladie, qui parfois est méconnue, mais quand même très intéressante. J'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec la présentation de ce soir. Comme je vous disais, les objectifs de la présentation sont de parcourir les présentations cliniques de cette maladie, incluant les présentations qui sont parfois atypiques, et de reviser son traitement, autant celui d'induction que son traitement de maintien. Le plan de la présentation de ce soir, on va commencer par s'entendre sur une question de vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'une vasculite en cas exactement? Pour ensuite parler de la vasculite en tant que telle. Autant sa présentation clinique, donc ses phénotypes, ses atteintes d'organes, qu'au niveau plus de pathologie et de pathophysiologie par la suite. On va procéder par la suite à parler plus de la prise en charge concrète de la vasculite en cas, entre autres son traitement d'induction et son traitement de maintien. Ce qui nous mène à nous poser notre première question de la soirée. Qu'est-ce qu'une vasculite en cas? Eh bien, une vasculite en cas, c'est une inflammation vasculaire qu'on peut nommer parfois vasculite ou vascularite des artères de petit calibre et qui est associée à des anticorps qu'on dit anticytoplasme des neutrophiles, d'où le nom ANCA en cas. Cette classe de maladies-là inclut la granulomatose avec polyangite, la polyangite microscopique et la vasculite rénale limitée ou vasculite limitée à un seul organe autre que le rein. Historiquement, on incluait aussi dans cette classe de maladies-là la granulomatose éosinophile avec polyangite ou EGPA, mais nous n'en parlerons pas ce soir parce que, entre autres, c'est une pathologie qui est différente au niveau pathophysiologique. Il y a des différences dans la présentation des EGPA et des autres vasculites en cas. Il y a moins d'encas au niveau sérique qui est associé à l'EGPA et aussi le traitement est différent, ce qui mène à ce que cette maladie soit souvent exclue des études de vasculite en cas. Et donc, comme je le disais, on n'en parlera pas ce soir. Mais s'il y a un intérêt marqué, on pourra en reparler une autre fois. Ça me ferait grand plaisir de vous présenter sur cette maladie. On a mis ça de côté. Maintenant, parlons de quoi a l'air une vasculite en ANCA en commençant par la clinique. Je vais commencer cette section par une petite question pour vous. Je vais vous présenter quelques cas succincts de patients et je vous demande de réfléchir dans votre tête lequel de ces patients pensez-vous présente une vasculite en cas. Le premier cas est un homme de 69 ans qui se présente à l'urgence avec une thrombocytopénie significative, des arthralgies et un petit infiltrat pulmonaire. Le deuxième est une femme de 47 ans qui se présente à l'urgence avec une hémorragie alvéolaire et une insuffisance rénale rapidement progressive. Le troisième cas est un homme de 84 ans qui est référé à l'urgence par un médecin de première ligne pour bronchospasme sévère chez un patient qui n'était pas connu avec maladie pulmonaire antérieurement. Le quatrième cas est un homme de 64 ans qui est référé en clinique pour une sclérite récidivante dans le contexte aussi d'une détérioration de son état général. Et finalement, le dernier cas est une femme de 70 ans qui prend du clavulin pour une cystite et qui se présente avec un purpura des membres inférieurs. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Lequel de ces patients-là a eu un diagnostic finalement de vasculite en cas? Eh bien, la réponse, surprenamment, c'est tous ces patients. En effet, le premier patient, bien que la thrombocytopénie est très atypique dans cette maladie, avait des ANCA positifs, aucun autre anticorps positif pour une autre maladie auto-immune, pas de syndrome de Vexas et une biopsie de moelle qui dénotait aucune pathologie médulaire. La deuxième patiente, quoique un peu plus jeune, avait un tableau plus classique de vasculite en cas. Le troisième patient, bien qu'il ait été référé pour un bronchospasme, finalement, s'est présenté avec un stridor qui était dû à une atteinte sous-glottique. Le quatrième patient avait une atteinte classique isolée reliée à une vasculite en cas. Et la dernière patiente, quand elle a été évaluée à l'urgence, finalement, démontrait aussi une polyneuropathie. En plus de son purpura, il a été diagnostiqué d'une vasculite en cas quand le résultat sérique est revenu positif et que les autres pathologies ont été éliminées, le reste du diagnostic différentiel. Donc, en conclusion, les vasculites en cas sont des maladies systémiques, souvent plurisystémiques, qui sont polymorphes. Ici, un tableau un peu chargé qui tente à vous démontrer l'incidence des atteintes d'organes selon les maladies, en partant, bon, toujours en se basant sur la GPA. Ici, j'ai fait le tableau en ordre d'incidence pour la GPA, mais pour la MPA, on peut comparer avec la
la colonne d'à côté. Ces chiffres-là sont très débattables d'une étude à l'autre et varient beaucoup, mais ici, j'ai essayé de trouver un chiffre un peu moyenne des études que j'ai revisées pour cette présentation. Donc, on parle en GPA de beaucoup d'atteintes ORL, un peu moins dans la MPA. Les atteintes pulmonaires sont les deuxièmes plus fréquentes, avec une présence quand même marquée en MPA, mais moins importante. Les atteintes articulaires sont assez fréquentes, surtout en GPA et surtout dans le devenir clinique de la maladie. Ici, juste vous dire que les flèches qui passent d'un chiffre à l'autre, c'est à gauche à la présentation initiale du patient, est-ce qu'ils ont des atteintes, c'est les atteintes d'organes significatives signifiées à gauche. Et la flèche nous dit, durant le décours de leur évolution de leur maladie, est-ce qu'ils développent des atteintes, donc les atteintes s'accumulent avec le temps. Au niveau rénal, on s'entend que c'est une manifestation clinique significative dans les deux maladies, mais particulièrement en MPA. Les atteintes cutanées sont aussi présentes, mais moindres que les autres qui sont mentionnées précédemment. Les atteintes ophtalmologiques sont un peu plus rares, mais parfois très significatives. Et finalement, les atteintes neurologiques sont beaucoup plus fréquentes en MPA qu'en GPA. Il manque aussi dans cette section-là les symptômes systémiques, donc détérioration de l'état général, état subfébrile, adénopathie, perte de poids, etc., qui sont souvent présentes dans une grande partie de ces patients-là et qui sont des manifestations très précoces dans ces maladies. Et aussi, juste mentionner que les atteintes d'organes avec le moins bon pronostic sont les atteintes neurologiques et les atteintes rénales. L'épidémiologie de la vasculite en cas, eh bien, ça touche les hommes autant que les femmes. Il y a un pic d'incidence entre 40 et 65 ans, mais cette maladie peut toucher tous les âges. L'incidence varie de manière très importante selon la population, entre 0,5 et 10 cas par million par année. Et l'incidence semble plus importante dans les populations d'origine européenne, nordique et caucasienne. Quelques photos maintenant pour illustrer les atteintes d'organes. Ici, on parle d'atteinte ORL. Et je vous présente deux images d'atteinte du cartilage nasal qui peut aussi s'accompagner de sinusite. En haut, une atteinte un peu moins importante avec un début de nez en selle et en bas, une destruction complète du cartilage nasal. Les vasculites en cas présentent aussi d'autres atteintes ORL, par exemple une atteinte de l'oreille moyenne qu'on voit en haut à gauche avec une otite granulomateuse sévère avec perforation du tympan. Ça peut donner aussi des chondrites, de l'inflammation du cartilage comme on voit dans la photo en haut à droite. Les atteintes orales sont parfois présentes, quoique rares, mais celle-ci qu'on voit ici est typique. C'est une granulomatose des gencives qu'on appelle gencive en fraise. Et aussi, la granulomatose avec polyangite ou la MPA plus rarement peut aussi donner de la surdité, qu'on dit souvent dans les examens, là, des surdités mixtes, donc une combinaison de surdité de conduction due à des atteintes du canal auditif, par exemple, et une atteinte neurosensorielle surajoutée. Ici, une image à droite qui pourrait faire trembler tous les bronchoscopistes qui m'écoutent aujourd'hui. Eh bien, on présente ici des images plus ou moins sévère d'atteinte sous-glottique ou trachéale, où il y a une diminution importante du calibre des voies respiratoires, à droite très sévère, très inquiétante et qui nécessite un traitement agressif. Et aussi au niveau des atteintes de cette région anatomique, on peut aussi parfois avoir en vasculite en cas des fistules trachéo-ésophagiennes. Les atteintes pulmonaires sont quand même assez fréquentes, parfois asymptomatiques. On parle de patrons radiologiques plus communément d'UIP chez les patients avec P en cas. Je reviendrai des différentes sortes d'en-cas, donc P en cas qui sont associés au MPA. On parle un petit peu moins fréquemment, mais quand même assez fréquemment aussi de NSIP, donc pulmonite interstitielle non spécifique, particulièrement chez les C en cas, les anticorps associés au GPA. Et un peu plus rarement encore des pneumonies organisées, des OP, qui peuvent donner le change pour des pneumonies bactériennes. On retrouve souvent aussi des nodules pulmonaires qui sont parfois cavitaires et qui peuvent donner le change pour une infection, par exemple, à mycobactéries ou à fongies, ou à passer pour un cancer. Et les atteintes pleurales ne sont pas rares non plus, avec des douleurs pleurétiques et des épanchements pleuraux menant à de la dyspnée. Finalement, une atteinte assez classique, une chance qui ne touche pas tous les patients, mais qui peut être assez sévère, de la vasculite en cas, et la présence d'hémoptysie et d'hémorragie alvéolaire qu'on peut diagnostiquer de manière formelle de plusieurs manières, mais entre autres suite à une bronchoscopie ou pendant une bronchoscopie, des hélicos séquentiels d'environ 50 cc qui sont infiltrés en lavage broncho-alvéolaire. Et dans la vasculite en cas et dans les hémorragies alvéolaires, ce qui est particulier, c'est qu'avec des lavages subséquents, au lieu de laver le sein et de l'enlever, eh bien, la composante hématique du lavage
augmente en intensité selon les alicots. C'est pour ça que ici, on voit les 3 tubes. Le premier lavage un peu sanguin, le deuxième encore plus sanguin, le troisième encore plus sanguin. Ce qui, ça aussi, peut avoir tendance à donner quelques sueurs froides aux endoscopistes qui évaluent ces patients. Si on a une hémorragie alvéolaire clinique qui date de plusieurs jours, on peut aussi parfois, lors des lavages, faire une pathologie qui va démontrer des hémosidérophages, donc des cellules qui viennent phagocyter les globules rouges et l'hémoglobine pour s'en débarrasser au niveau alvéolaire. Et c'est un signe pathologique local d'antécédents relativement récents d'hémorragie alvéolaire. Les atteintes cutanées, ici, il y en a plusieurs, de plusieurs gravités différentes. Il y en a beaucoup de sortes de manifestations en vasculite en cas. Les plus classiques sont des purpura ou des pétéchies, du livédo, comme on peut voir en bas, des nodules purpuriques ou des bulles hémorragiques, comme on voit en haut à gauche. Par ailleurs, il y a beaucoup de manifestations cliniques cutanées qui sont un peu moins typiques, mais qui peuvent quand même être vues lors de vos consultations au bureau ou à l'urgence ou à l'étage. On parle entre autres d'hémorragie en flamèche, comme on voit au niveau de l'ongle ici à droite, de rash maculo-papulaire, donc de rash, on dit morbilliforme, donc d'apparence similaire à la rougeole, ou de atteinte du tissu sous-cutané, donc des paniculites, comme on voit en bas, un bon exemple d'érythème noueux. Les atteintes ophtalmiques sont un peu plus rares, mais peuvent être quand même sévères. Par exemple, des sclérites importantes qui peuvent menacer la vue. Ici, en haut, on a une image d'une sclérokératite, donc d'une atteinte de la sclère et de la cornée. Et on voit en bas une image radiologique d'infiltration rétro-orbitaire par vasculite en cas, souvent des tissus granulomateux qui font l'infiltration rétro-orbitaire et qui peuvent causer de la proptose, de la diplopie et peut mener à une perte de vision. Les autres atteintes, eh bien, il y en a plusieurs. Ces maladies peuvent toucher à peu près tous les organes. On parle d'arthralgie ou d'arthrite, qui est d'habitude symétrique et distale et qui est présente, quand elle l'est, assez précocement dans l'apparition de la maladie avec les symptômes systémiques. Au niveau rénal, c'est une atteinte classique des vasculites en cas. Le plus souvent, on voit un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive, mais on peut aussi voir un peu n'importe quoi, autant des protéinuriques, des hématuries sans insuffisance rénale que des néphrites interstitielles. Les atteintes neurologiques peuvent aussi être de plusieurs types différents. Les plus classiques sont des mononévrites multiplexes qui peuvent mener à des poignets tombants ou des pieds tombants. Sinon, des polyneuropathies aussi, des atteintes des nerfs crâniennes ou même des atteintes du système nerveux central sous forme de pachyméningite ou de pseudo-tumeurs du SNC. Ils n'ont pas été mentionnés ici, mais rappelons-nous que cette maladie peut atteindre tous les organes, autant au niveau cardiaque que gastro-intestinal, que parotidien, que mammaire, que génito-urinaire. Passer à un organe, la vasculite en cas le plus souvent peut parfois l'attaquer. Prochaine étape, de quoi a l'air une vasculite en cas un petit peu plus au microscope. Ici, c'est un peu pour mettre en commun d'où vient l'origine de toutes ces manifestations-là de tous les organes. Qu'est-ce qui sous-tend la possibilité d'atteindre tous ces organes-là en même temps? Eh bien, comme j'aime bien qu'on se rappelle, on est quand même la Société des sciences vasculaires. Alors, cette maladie est une maladie, a priori, au niveau fondamental, une maladie qui est vasculaire, donc une atteinte de la petite circulation artérielle. L'apparence pathologique typique de cette maladie est une vasculite leucocytoclasique avec ce qu'on appelle de la nécrose fibrinoïde, donc une nécrose très intense protéinacée qu'on peut voir dans l'image de droite ici dénotée par les petites étoiles vertes. On parle aussi d'inflammation périvasculaire, donc un infiltrat périvasculaire initialement associé surtout à des polymorphonucléaires qui peuvent ensuite changer selon la chronicité de la lésion et qu'on voit ici à gauche où il y a beaucoup de cellules nucléées autour de la lumière du vaisseau. La troisième découverte typique au niveau pathologique est la thrombose d'un vaisseau qu'on voit très clairement ici à droite, dénotée par les flèches vertes, donc un paquet de globules rouges thrombosés au niveau de la lumière du vaisseau. Une autre trouvaille pathologique qui est plutôt typique, plus bien sûr en GPA, le nom le dit, granulomatose avec polyangite, c'est le granulome, une accumulation de macrophages agrégés en cellules géantes multinucléées qui tentent d'isoler une partie de l'anatomie du patient du reste du système. Par contre, il ne faut pas oublier que le granulome n'est pas exclusif à la vasculite en cas et que plusieurs autres maladies peuvent donner des granulomes. Au niveau rénal, loin de moi l'envie de passer pour un spécialiste en pathologie rénale, mais sachez qu'au niveau des biopsies rénales, les trouvailles les plus communes sont des glomérulonéphrite focales et segmentaires pouvant procéder
en gravité jusqu'à une glomérulonéphrite nécrosante à croissant. D'habitude, on ne trouve pas vraiment de dépôt d'anticorps spécifiques lors de ces biopsies, d'où le nom pathodescriptif de glomérulonéphrite pauci-immune, quoique des fois, il y a un petit peu de signal de complexe immun. Et à ceci s'associe aussi parfois de la néphrite interstitielle, souvent associée aux glomérulonéphrite qui progresse depuis un petit peu plus longtemps. Et si on trouve des anticorps, souvent, les anticorps qu'on va trouver de manière intéressante sont des anti-membrane basale qui accompagnent parfois la vasculite en cas en double vasculite, anti-membrane basale et anti-ANCA en même temps. Les deux en même temps. Pas chanceux. Alors maintenant, passons à la prochaine étape. De quoi a l'air une vasculite en cas dans les livres, dans le labo, au niveau des molécules? Eh bien, commençons par nous poser la question de qu'est-ce qu'un ANCA? Qu'est-ce qu'un anticorps anti-cytoplasme de neutrophile? Eh bien, ce sont des anticorps qui attaquent le cytoplasme des cellules telles que les monocytes ou les neutrophiles et qui peuvent prendre l'apparence de deux colorations là, quand on fait un test en immunofluorescence. Je vous démontre les deux ici. En haut, le P-ANCA, qui est un ANCA ciblé sur l'espace périnucléaire, donc autour des noyaux, d'où l'apparence un peu de petit cerveau, là, moi je trouve, là, de cette immunofluorescence-là, versus les C-ANCA ou les ANCA cytoplasmiques qui viennent colorer de manière importante là, le cytoplasme du neutrophile qui est utilisé dans le test. Cette immunofluorescence-là nous démontre où est-ce que les anticorps pathologiques se retrouvent dans la cellule, mais ne nous disent pas c'est quoi la cible de cet anticorps. Et c'est pourquoi, quand on a l'impression que les ANCA ne sont pas associés à une maladie ANCA, donc maintenant un patient qui n'a quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à une maladie ANCA, mais qu'on lui fait des ANCA qui sont positifs au niveau de l'immunofluorescence, des fois on peut aller même jusqu'à doser l'anticorps lui-même, trouver la cible spécifique de cet anticorps pour confirmer que c'est bien une cible qui est typique dans l'atteinte d'une vasculite ANCA, ce qui est aussi, soit dit en passant, parfois fait d'emblée dans certains laboratoires. Donc, quels antigènes sont ciblés par ces anticorps? Eh bien, les anticorps cytoplasmiques à ANCA sont souvent ciblés sur une protéine qui s'appelle la protéinase 3. Et elle est souvent plus suggestive d'une GPA que des autres formes de vasculite. Les ANCA périnucléaires, elles, sont le plus souvent ciblées sur une myéloperoxydase, donc le MPO. Et ce patron, cette cible antigénique est d'habitude plus associée au MPA, aux vasculites limitées, qu'au GPA, mais ce n'est pas 100% exclusif. Juste vous mentionner, je vais retourner en arrière un peu, ne faites-vous pas avoir, les C-ANCA peuvent parfois, dans les mains de gens un peu moins expérimentés, passer pour des ANA. Donc, un ANA peut parfois être un ANCA et vice-versa. Et aussi, juste vous rappeler un détail important, c'est que le titre des ANCA, donc la quantité d'ANCA détectée, n'est pas nécessairement associé avec la gravité de la maladie. Parfait. C'est quoi la signification clinique des ANCA? Eh bien, dans le contexte clinique approprié, donc chez un patient qui a des atteintes d'organes qui pourraient faire penser à une vasculite ANCA, eh bien, l'ANCA positif a une spécificité de plus de 95% pour le diagnostic de la vasculite ANCA. Comme je disais, le titre d'ANCA n'est pas associé à la gravité de la maladie, mais les patients qui sont ANCA positifs, donc qui ont un diagnostic de vasculite ANCA et qui ont des ANCA au niveau sérique, ont un devenir clinique qui peut être plus sévère que chez les gens qui sont ANCA négatifs. Ne pas oublier non plus aussi que les ANCA peuvent être positifs dans certaines autres maladies, telles que les maladies infectieuses. Encore une fois, la signification clinique des ANCA, eh bien, 10% des GPA et 15 à 30% des MPA et des vasculites limitées sont ANCA négatifs. Donc, bien que la spécificité des ANCA soit très bonne dans une circonstance clinique appropriée, eh bien, un ANCA négatif, lui, n'élimine pas du tout le diagnostic chez un patient qui aurait une présentation clinique évocatrice d'une vasculite ANCA. Et un peu pour répéter ce que j'ai déjà dit, en bas, je vous ai laissé une légère liste non exhaustive des multiples maladies qui peuvent aussi donner des ANCA positifs. Donc, ne pas se faire avoir, c'est le patient à d'autres maladies auto-immunes.
Un dernier petit détail qui n'est pas mentionné, mais à garder en tête, c'est que quand un patient présente une positivité à double ANCA, donc une positivité au C et au P ANCA, il faut penser aux vasculites ANCA associées aux médicaments. On pense entre autres au levamisole, qui est une médication qui est utilisée pour couper la cocaïne vendue sur la rue, ou sinon d'autres médicaments qui peuvent être impliqués, l'aminocycline, l'hydralazine ou les antithyroïdiens de synthèse. OK, là, c'est la diapo la plus chargée de la présentation, je vous promets. Faites-moi confiance, on va se concentrer un peu, puis après ça, on pourra laisser aller. Mais elle est assez importante parce qu'elle permettra de comprendre ensuite l'effet thérapeutique des différents traitements de la vasculite en cas. Donc ça, c'est la pathophysiologie suspectée et quand même un peu simplifiée de la vasculite en cas. On pense qu'il y a un stimulant immunitaire, soit une infection ou autre chose, qui vient activer un neutrophile, qui va mener à l'exposition du MPO et du PR3 à sa surface. Ces protéines qui sont ensuite exposées à sa surface sont captées par les ANCA, donc les anticorps qui vont s'y coller. Et l'adhésion des ANCA sur ces molécules-là vont activer le neutrophile de manière plus ou moins appropriée, le faire dégranuler, relâcher ces produits toxiques, relâcher ces produits protéinés, ces ADN, son contenu intranucléaire, qui va ensuite mener à une exposition encore plus importante des protéines qui sont les épitopes des ANCA, donc la MPO et la PR3. L'exposition importante de ces protéines-là va encore plus sensibiliser le système immunitaire, activer les cellules B, les cellules T, et mener à une rétroaction positive où encore plus d'ANCA vont être créés. Et ça, c'est ce qui va entretenir la réaction, la maladie elle-même. Le complément a aussi un rôle à jouer, autant dans le dommage endothélial que dans l'activation du neutrophile, donc un autre boucle de rétroaction positive qui vient pérenniser la réaction inappropriée immunitaire qui mène à la vasculite en cas. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur d'où vient la maladie vasculite en cas? Pourquoi est-ce que certaines personnes la développent contrairement à d'autres? Eh bien, est-ce que ça pourrait être un problème au niveau du stimulant immunitaire? On sait que les patients avec vasculite en cas ont plus de Staph aureus intranasal que la population générale. Est-ce qu'il pourrait y avoir un virus spécifique ou un médicament qui déclencherait le processus? Est-ce que ça serait une hyperactivité du complément? Est-ce que ça serait une exposition inappropriée des épitopes de la vasculite qui sont présentes sur les neutrophiles? Est-ce que ça pourrait être une nétose exagérée, donc une relâche de protéines et de matériel nucléaire inapproprié, ou un problème de clairance, de débris de cette activité-là du neutrophile qui mènerait à une exposition inappropriée des épitopes au système immunitaire? Est-ce que ça pourrait être une variabilité génétique de la structure du PR3 ou du MPO qui le rend plus immunogène? Est-ce que ça pourrait être une dysfonction du système immunitaire acquis qui devient hypersensible à ces protéines-là? Probablement une combinaison d'un peu de tout ça associée à une stimulation immunitaire qui vient déclencher le processus dans une personne qui est génétiquement à risque. Comme promis, la partie la plus compliquée de la présentation est terminée. On a parlé de qu'est-ce qu'une vasculite en cas, de sa présentation clinique, de son apparence microscopique en pathologie, ainsi que des mécanismes moléculaires qui expliquent un modèle simplifié mais quand même intéressant de la vasculite en cas. On peut maintenant passer au vif du sujet, qui est comment combattre la vasculite en cas. Eh bien, je vous propose ce plan d'action pour planifier un combat contre une vasculite en cas. La première étape est de connaître son ennemi, donc procéder à des investigations appropriées. La deuxième étape, éteindre le feu, donc le traitement d'induction pour mettre la maladie au repos. Et la troisième étape, empêcher un autre incendie avec un traitement de maintien qui évite les récidives. Première étape, connaître son ennemi. Donc, un test primordial à considérer chez tous les patients avec vasculite en cas est la biopsie d'un tissu affecté pour, entre autres, confirmer la maladie et éliminer les autres maladies qui peuvent passer pour une vasculite en cas. Pour ce faire, on recommande souvent un scan pancorporel chez tous les patients pour plusieurs raisons, entre autres pour trouver le meilleur endroit à biopsier et aussi pour essayer de détecter des atteintes subcliniques qui pourraient orienter le traitement ou le suivi, par exemple des atteintes pulmonaires subcliniques. Ce genre d'investigation nous permet aussi de s'assurer que le patient n'a pas d'une autre maladie qui pourrait passer pour une vasculite en cas. On parle souvent de néoplasie ou de maladies infectieuses. Les sites les plus communs pour la biopsie dans les vasculites en cas est le rein.
Le rein a un très bon rendement et c'est pourquoi on le biopsie souvent, bien qu'il soit un peu plus invasif. La peau peut être aussi intéressante. Les trouvailles sont non spécifiques, là, les vasculites leucocytoclasiques pouvant être détectées dans plusieurs autres maladies, mais quand c'est le seul organe ou le meilleur organe à biopsier, ça peut être un choix intéressant. Certaines atteintes pulmonaires sont biopsiables, entre autres les nodules, mais les autres atteintes telles que les maladies interstitielles sont plus difficiles et plus dangereuses à biopsier. Et malheureusement, bien que souvent, ou parfois je devrais dire, les muqueuses peuvent être atteintes de manière importante et impressionnante, soit les muqueuses ORL ou bronchiques, eh bien, les biopsies de ces zones-là sont souvent un peu décevantes et leur rendement est mauvais, mais peuvent parfois être utiles quand même dans certaines circonstances, comme par exemple quand on veut éliminer une infection ou une autre atteinte autre que le vasculite en cas qui serait un mimicker. D'autres tests à considérer, eh bien, particulièrement s'il y a une glomérulonéphrite ou une hémorragie alvéolaire, quand un patient est diagnostiqué avec une vasculite en cas, il est important de doser les antimembranes basales parce que la présence de cet anticorps additionnel-là mènerait à un changement au niveau du traitement. On parle entre autres de considérer la plasmaphérèse chez les patients avec membrane basale de manière beaucoup plus agressive que chez les vasculites en cas et j'y reviendrai. Il est toujours important d'éliminer une atteinte glomérulaire chez un patient, même si la créatinine est normale, à l'aide d'une analyse d'urine et aussi considérer un ratio de protéinurie pour doser une protéinurie. Il est toujours intéressant de doser le complément quand on suspecte une vasculite en cas parce que en vasculite en cas, d'habitude, le complément est normal et si le complément est atteint, il faut penser à d'autres diagnostics comme une collagénose ou une infection. Et s'il y a une atteinte pulmonaire, on effectue souvent des bronchoscopies, entre autres pour évaluer s'il y a présence d'hémorragie alvéolaire qui vient augmenter la gravité de la maladie ou pour éliminer d'autres confondants ou d'autres choses qui pourraient venir influencer notre traitement, entre autres des infections qui peuvent parfois être concomitantes à la vasculite en cas. Deuxième étape après bien connaître son ennemi, éteindre le feu, l'induction. Donc, débuter un traitement pour pousser la maladie en rémission. L'induction se fait à l'aide de deux classes de médicaments, la première étant les glucocorticoïdes et ou l'avacopan, puis un autre médicament qui est surajouté, dépendamment de la gravité de la maladie. Et pour commencer, on va commencer par la première catégorie, les glucocorticoïdes et ou l'avacopan. Les glucocorticoïdes, on aime ça, c'est beau, c'est bon, c'est pas cher, ça fonctionne bien. Malheureusement, elle s'accompagne d'effets secondaires. Donc, il y a de manière plus ou moins récente, je dirais, eu des études qui ont démontré, entre autres une étude qui se nommait Pexivas, que les doses qu'on utilisait classiquement pour traiter les vasculites en cas, des doses de prénisone là, ou de glucocorticoïdes qui étaient très élevées, qui pouvaient être sevrées antérieurement très lentement, parfois 1 an et plus. Il y a eu une étude qui a essayé de voir s'il y avait vraiment un avantage de donner des hautes doses aussi longtemps et de manière aussi prolongée. Et ces études ont démontré qu'un sevrage un peu plus rapide que ce qui était fait antérieurement de prénisone était tout aussi sécuritaire, mais diminuait beaucoup les risques d'infection. Ici, donc, je vous démontre le tableau qui est mentionné et présenté sur le site qu'on nous connaissons tous et que nous aimons beaucoup, UpToDate, et qui démontre un peu les régimes qui étaient utilisés dans l'étude Pexivas et qui sont d'habitude ce qu'on utilise comme traitement standard au niveau des glucocorticoïdes chez les patients avec vasculite en cas. Le but étant, bien sûr, de diminuer la prénisone à des doses minimes ou inexistantes après 4 à 6 mois. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec les glucocorticoïdes? Eh bien, oui. De manière traditionnelle, on va souvent considérer donner des hautes doses de solumédrol intraveineuses, donc ce qu'on appelle communément des puces de solumédrol, aux patients qui ont des atteintes importantes, significatives, dangereuses de la vasculite en cas. On parle souvent là, des glomérulonéphrites sévères, des hémorragies alvéolaires ou des atteintes neurologiques ou ophtalmologiques sévères. Mais sachez que bien que cette approche-là est assez commune, qu'il n'y a pas vraiment de données qui la sous-tendent. Sinon, dans des formes plus non sévères de la vasculite en cas, particulièrement chez les patients qui seraient à risque de décompensation d'autres maladies avec des hautes doses de cortisone, eh bien, on peut considérer utiliser des prénisones à plus basse dose, on dit 1/2 mg par kilogramme par jour, toujours en visant un sevrage relativement rapide pour éviter les doses cumulatives qui sont vraiment ce qui est important pour causer des effets secondaires chez les patients prenant des corticostéroïdes.
Des traitements topiques ou locaux peuvent aussi être utilisés. Je pense aux traitements topiques de crème lors de teintes cutanées ou des traitements locaux là, d'infiltration de cortisone lors d'atteinte ORL. Mais ceci ne devrait pas empêcher de donner des glucocorticoïdes systémiques aux patients avec des vasculites en cas. On revient à ma grosse diapositive compliquée. Pour l'utiliser, je vous avais promis, pour comprendre un peu où les traitements agissent sur la cascade de la pathophysiologie de la vasculite en cas. Eh bien, comme on le sait, les glucocorticoïdes ont un effet plutôt pléiotropique, atteignent beaucoup de zones et de cellules et de modulateurs inflammatoires. Donc, de manière extrêmement simplifiée, je vous dirais que les glucocorticoïdes touchent cette cascade-là eh bien, un peu partout. Donc, je me permets de mettre un gros X sur le processus inflammatoire à l'aide de quand elle est traitée à l'aide des glucocorticoïdes. Qui dit effet pléiotropique non spécifique dit aussi beaucoup d'effets secondaires, malheureusement. Ici, des données dans une étude qui ont suivi des patients qui qui présentaient une vasculite à ANCA et qui étaient traités pendant 4 ans à l'aide de stéroïdes. Eh bien, on voit qu'il y avait plus de 40 des patients qui présentaient une infection, plus de 25 qui diminuaient leur densité osseuse, plus de 25 qui gagnaient 5 kg et plus, etc., etc. Donc, ça fonctionne bien, les stéroïdes, mais malheureusement, ça donne d'autres problèmes. Ce qui me mène à parler d'une relative nouveauté en vasculite en cas et éventuellement peut-être dans d'autres maladies. Je parle de l'avacopan, qui est un inhibiteur sélectif et compétitif du récepteur C5A, donc un médicament qui agit sur le système du complément. Et pour ce faire, où est-ce que ça va agir sur notre cascade qu'on commence à connaître un petit peu mieux? Eh bien, ça va agir à 2 endroits. Un, en diminuant les dommages endothéliaux, les dommages causés par la vasculite en cas, qui est entre autres directement relié à l'activation du complément, et aussi en diminuant une des deux boucles de rétroaction positive qui amplifie la réaction et qui est modulée par le complément en tant que tel. L'avacopan, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Eh bien, l'avacopan semble démontrer quelques avantages, entre autres une diminution marquée des effets secondaires en lien avec les glucocorticoïdes, particulièrement parce qu'on diminue ou on arrête les glucocorticoïdes rapidement quand on emploie l'avacopan et j'y reviendrai. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'avacopan a quand même un effet sur le système immunitaire et qu'il ne diminue pas les risques d'infection. Chez les patients qui, dans les études, prenaient de l'avacopan, on voyait plus de rémission soutenue à 52 semaines que des patients qui utilisaient des glucocorticoïdes, 11 en absolu de différence. Ça, c'est à 52 semaines, donc à 1 an de suivi. Juste noter qu'à 26 semaines, donc à une demi-année de suivi, le taux de rémission était le même entre les groupes glucocorticoïdes et les groupes avacopan. Une autre étude intéressante a démontré aussi qu'il semblerait que chez les patients avec des atteintes significatives au niveau rénal, donc des atteintes de stade 4 ou 5 à présentation chez les patients avec vasculite en cas, il semblerait que l'avacopan permet de préserver un petit peu mieux la fonction rénale après 1 an. On parlait dans un groupe qui avait, si je me rappelle bien, en moyenne 17 millilitres minute lors de la randomisation de fonction rénale, eh bien 6 millilitres minute qui persistaient à la 52e semaine chez les patients avec glucocorticoïdes versus 14 millilitres minute chez les patients qui avaient l'avacopan. Non, excusez-moi. Ça, c'est une amélioration. Donc, l'amélioration de 6 millilitres minute en moyenne et 14 millilitres minute chez les patients avec les insuffisances rénales les plus sévères. Je me suis confondu. Donc, l'avacopan, une molécule dont les valeurs thérapeutiques ont été reconnues par l'INES, là, mais qui malheureusement, en effet, n'a pas été approuvée, en tout cas pas pour le moment, probablement en lien avec le coût important de la molécule versus des glucocorticoïdes qui coûtent pas grand-chose. Par contre, si vous pensez que vos patients pourraient bénéficier de cette molécule, que ce soit à cause d'effets secondaires à risque avec l'utilisation de glucocorticoïdes ou chez les patients avec atteinte rénale importante ou des récidives, par exemple, de vasculite pour lesquelles vous avez peur de la difficulté de mettre les patients en rémission, eh bien, sachez qu'il existe un programme patient qui donne accès à la molécule, qui a une accessibilité assez bonne et qui coûte 0 $ au patient. Il suffit d'inscrire le patient au programme et de faire une demande de patient d'exception à la RAMQ quand vous décidez qu'il pourrait être pertinent de commencer la molécule chez un patient que vous suivez.
Prénisone et avacopan, est-ce qu'on les combine? Eh bien, en théorie, la prénisone, dans l'étude avacopan versus prénisone, la prénisone pouvait être cessée immédiatement au début de l'avacopan, mais dans le devis de l'étude, les chercheurs toléraient que le patient prenne un maximum de 20 mg de prénisone à la randomisation, tant que celui-ci était sevré sur un mois. Donc, n'importe quelle approche entre arrêter complètement la cortisone au début de l'avacopan ou la préserver pour maximum un mois et maximum 20 mg en sevrage peut être appropriée. Maintenant qu'on a parlé de glucocorticoïdes et d'avacopan, on va parler de la deuxième partie du traitement d'induction, soit le traitement de rituximab ou de cyclophosphamide chez les patients avec atteinte sévère ou de médicaments modificateurs de la maladie ou antimétabolites chez les patients sans atteinte sévère. Mais la première question à se poser dans ce contexte-là, c'est qu'est-ce qu'est exactement une atteinte sévère? La majorité du temps, il y a un consensus assez clair. On parle d'atteinte sévère particulièrement quand on a des glomérulonéphrites, des hémorragies alvéolaires, des atteintes neurologiques ou des atteintes cardiaques. Et il est assez communément entendu qu'une atteinte ORL non sévère n'est pas une atteinte sévère, donc c'est sinusite chronique, ce genre de choses. De pneumonie interstitielle sans insuffisance respiratoire importante sont aussi considérées comme des atteintes non sévères. Des nodules pulmonaires relativement asymptomatiques et autres peuvent aussi être considérés dans des maladies non sévères. Il y a par contre quelques situations qui sont un petit peu plus zone grise. Par exemple, quand on trouve une atteinte sous-glottique non sévère, eh bien, oui, l'atteinte pourrait être considérée non sévère au moment où on l'observe, mais si le traitement était inefficace, eh bien, les dommages qui s'en suivent peuvent devenir difficiles à contrôler et causer beaucoup de morbidité. Donc, certains cliniciens pourraient considérer toutes les atteintes à ce niveau-là comme des atteintes sévères. Aussi, les patients en haut de 65 ans ont des plus mauvais devenirs en vasculite ANCA, particulièrement au niveau rénal. Donc, certaines personnes pourraient considérer le critère d'âge comme un critère de sévérité. On revient donc à la question initiale. Quelle molécule utiliser si on a finalement déterminé si notre patient était sévère ou pas? Pour les atteintes non sévères, dans les guides de pratique, la molécule la plus recommandée est le méthotrexate, sauf dans plusieurs circonstances cliniques où ça ne serait pas le traitement optimal. On parle entre autres d'insuffisance rénale modérée sévère, donc souvent en dessous de 60 de débit de filtration, d'insuffisance hépatique, d'atteinte pulmonaire, ce qui est discutable. La raison, c'est que le méthotrexate n'exacerbe pas les atteintes pulmonaires, mais peut en créer de manière indépendante. Donc, des fois, dans le suivi, si le patient a déjà une atteinte pulmonaire, utiliser le méthotrexate peut nous mener à un questionnement sur si l'évolution pulmonaire est mauvaise. Est-ce que c'est une nouvelle pneumonie au méthotrexate ou une évolution de la maladie? Donc, des fois, un petit peu plus sous-optimal dans ces circonstances. Le plan de grossesse est aussi une contre-indication absolue à l'utilisation du méthotrexate parce que ce médicament est un tératogène important. Quand on emploie le méthotrexate ou tous les autres médicaments modificateurs de la maladie, eh bien, il est important de cibler la dose maximale initialement, quitte à sevrer par la suite au besoin après une rémission prolongée ou une intolérance. Et les alternatives au méthotrexate sont multiples. On peut penser entre autres à l'azatioprine, au mycophénolate ou parfois même au rituximab. Si le patient, il n'y a aucun antimétabolite ou médicament modificateur de la maladie qui est optimal pour lui, des fois, il n'est pas non plus fou de penser lui donner du rituximab, étant donné la relative innocuité du rituximab et son efficacité importante. Donc, les antimétabolites, ça fonctionne où? Eh bien, les antimétabolites, ça marche sur les cellules, sur la synthèse, le fonctionnement de l'ADN et de l'ARN. Donc, de manière extrêmement simplifiée encore, je vous dirais que ces molécules fonctionnent sur les cellules, donc les neutrophiles et les lymphocytes, et bloquent la progression ou l'entretien de la maladie à ces endroits-là. Passons au vif du sujet, aux atteintes sévères. Rituximab versus cyclophosphamide, là est la question. Eh bien, dans les guides de pratique, on nous recommande de manière générale de prioriser le rituximab parce que dans plusieurs études de vasculite en cas, les deux molécules étaient équivalentes au niveau des devenirs cliniques positifs, donc mortalité, fonction rénale, etc. Les deux molécules étaient équivalentes. Mais par contre, on observait moins d'effets secondaires avec le rituximab, d'où la recommandation de prioriser le rituximab à la cyclophosphamide. Par contre, il y a quelques exceptions potentielles à garder en tête qui pourraient nous mener à préférer le cyclophosphamide. Entre autres, l'échec au rituximab, ça va de soi. Sinon, un patient qui a des antimembranes basales en plus de ces ANCA,
étant donné qu'il y a plus de données avec le cyclophosphamide en antimembrane basale, ça pourrait nous faire balancer dans le camp de la cyclophosphamide. Si une atteinte qui menace la vie de manière imminente chez le patient, eh bien, on peut parfois recommander d'utiliser le cyclophosphamide en première intention parce qu'on a la suspicion, l'expérience clinique que cette molécule-là est peut-être plus incisive et agit plus rapidement que le rituximab. Il y a plus d'études en données granulomateuses avec le cyclophosphamide que le rituximab. Donc, peut-être que dans ces situations-là, le cyclophosphamide pourrait être considéré comme un choix plus intéressant s'il n'y avait pas d'autres considérations cliniques. Et quand il y a un risque d'activation d'infection chronique, par exemple l'hépatite B, eh bien, il semblerait de manière observationnelle là, que les infections chroniques sont plus à risque de se réactiver avec le rituximab. Et aussi, l'autre composante intéressante de cette question, c'est que le cyclophosphamide a une demi-vie un peu plus courte. Donc, si une infection se réactivait, eh bien, le molécule reste actif moins longtemps au niveau systémique. Si on décide d'y aller avec le rituximab, eh bien, quelle dose on pourrait considérer donner? En induction, il y a quelques doses qui ont été étudiées. La plus historique est le 375 mg par mètre carré chaque semaine pour 4 semaines. Mais de plus en plus, on observe des cliniciens qui donnent 1 gramme par jour, 1 gramme à 2 reprises à 14 jours d'intervalle. Cette modalité-là a été étudiée et semble équivalente. Et c'est une modalité qui s'apparente aussi à ce qu'on donne dans l'arthrite rhumatoïde, par exemple. Notez seulement que dans la dose qui était utilisée dans l'étude avec avacopan était la dose de 375 mg par mètre carré chaque semaine pour 4 semaines. Mais je sais qu'en clinique, il y a plusieurs centres référents qui emploient quand même 1 gramme par jour à 2 reprises. 1 gramme par jour à 2 reprises à 14 jours d'intervalle avec l'utilisation de l'avacopan sans signal observationnel de problème à ce niveau-là. Donc, le rituximab et le cyclophosphamide, où est-ce que ça agit? Eh bien, ça agit sur les lymphocytes. Le rituximab, c'est un anti-CD20 qui vient atteindre les cellules B. Et le cyclophosphamide a plusieurs effets au niveau du système immunitaire, mais son effet principal est sur les lymphocytes T. D'autres choses que vous pourriez voir quand vous suivez des vasculites en cas qui sont prises en charge par d'autres personnes ou par vous-même si vous décidez d'employer ces méthodes, des choses un petit peu plus marginales qui ne sont pas nécessairement recommandées dans les guides de pratique ou qui ne sont pas mentionnées. Entre autres, on parle de la combinaison du cyclophosphamide et du rituximab en même temps chez le même patient. Des doses complètes de cyclophosphamide et de rituximab ensemble n'ont jamais été comparées à des traitements en monothérapie et il est évident que la combinaison des deux molécules peuvent causer plus d'effets secondaires, particulièrement infectieux, donc peut-être pas à employer de manière standard chez tout le monde. Par contre, notez que dans une des études fondamentales qui a mené à l'utilisation commune du rituximab en vasculite en cas, eh bien, les patients recevaient du rituximab et 2 pulses de cyclophosphamide, donc un traitement écourté de cyclophosphamide. Et que cette approche thérapeutique-là de rituximab en induction complète et 2 pulses seulement de cyclophosphamide était comparée à la cyclophosphamide seule. Dans cette étude, les 2 traitements semblaient équivalents. Ce qui est intéressant, c'est que cette question-là demeure assez ambiguë pour qu'il y ait une étude en cours pour laquelle je ne connais pas les résultats préliminaires, qui étudie des cycles de petites doses de cyclophosphamide avec un traitement de rétuxant standard et qui va comparer ce plan thérapeutique-là à du rituximab seul, donc à venir. Maintenant, on parle de plasmaphéreuse. Eh bien, la plasmaphéreuse est anciennement utilisée de manière assez courante là, en vasculite en cas, mais depuis l'étude Pexivas, qui est la même qui nous a mené à diminuer nos doses de cortisone, eh bien, c'est beaucoup moins employé parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas d'avantage à utiliser la plasmaphéreuse de manière courante chez les patients avec vasculite en cas. Sauf si, bien sûr, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, les patients étaient aussi antimembrane basale positive. Parfois, il y a des cliniciens qui décident de l'utiliser quand même s'il y a une insuffisance rénale sévère, particulièrement si la biopsie est favorable. Et par biopsie favorable, j'entends une biopsie avec une atteinte importante, mais des dommages qui semblent pas chronicisés, dans lesquels on pense qu'il y aurait quelque chose à sauver si on traitait de manière incisive, agressive, avec des interventions comme la plasmaphéreuse. Souvent, on parle d'utilisation chez les patients avec des insuffisances rénales assez avancées. Dépendamment à qui tu parles, ça peut être des créatinines à 350 à 500 et plus ou des patients dialysés. On voit aussi des fois encore, mais de moins en moins, cette méthode de plasmaphéreuse toujours employée chez les patients avec hémorragie alvéolaire
mais il y a encore moins de données avec cette utilisation-là. La raison pourquoi les cliniciens l'utilisent parfois en insuffisance rénale, c'est que des groupes avec insuffisance rénale très avancée étaient quand même moins représentés dans les études qui ont étudié la plasmaphérèse ou même tout simplement éliminés. Dernière étape, quand on a fini d'induire le patient qu'il tombe en rémission, qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'avoir des récidives? Eh bien, je vous démontre ce tableau que j'ai monté pour un peu résumer tout ça. Si le patient avait une atteinte déjà initialement non sévère, le traitement qui a été utilisé en induction peut souvent être employé en maintien. On parle de méthotrexate ou autre, par exemple. Par contre, il y a une étude qui s'appelait IMPROVE qui a démontré que le mycophénolate en maintien était inférieur à l'azatioprine. Donc, si un patient a été induit avec le mycophénolate, peut-être penser le modifier pour le changer pour autre chose lors du traitement de maintien. Maintenant, si le patient avait une présentation sévère, donc le plus souvent va avoir été induit par du rituximab ou de la cyclophosphamide, eh bien, la recommandation principale est de donner un traitement d'entretien avec du rituximab, particulièrement si c'est le molécule qui a été utilisé pour l'induction. Sinon, les autres médicaments, comme les antimétabolites ou les médicaments modificateurs de la maladie, on parle de méthotrexate, d'azatioprine, plus que de mycophénolate ou d'autres, peut aussi être une alternative si on ne veut pas donner du rituximab pour plusieurs raisons. Et si on décide de transférer le patient sur un antimétabolite, veuillez juste noter qu'on devrait le commencer à distance du rituximab ou de la cyclophosphamide. On parle de 4 à 6 mois pour le rituximab ou de 2 à 4 semaines pour le cyclophosphamide. Quelle devrait être la durée du traitement de maintien? Eh bien, historiquement, on utilisait une durée de traitement assez standard en maladie auto-immune de 1 à 2 ans de traitement de maintien avant de considérer diminuer ou arrêter le traitement d'entretien pour voir si la maladie récidivait. Mais de plus en plus d'études, entre autres la série d'études Main-Rista, semble démontrer que traiter de manière plus prolongée, entre autres avec le rituximab, peut être assez sécuritaire et intéressant. En effet, dans l'étude qui s'appelait Main-Rista 3, on a étudié des patients qui recevaient du rituximab en maintien et on comparait les groupes pour lesquels le traitement avait été arrêté après 18 mois versus le groupe à 36 mois. Et on voyait qu'une quantité importante de patients qui avaient été arrêtés à 18 mois récidivaient après 4 ans. On parle d'un patient sur 4 quand même, pour une maladie qui peut être sévère et causer des dommages irréversibles des fois. Si un patient avait une maladie sévère à présentation ou une maladie récidivante, il peut être recommandé d'essayer de traiter le patient de manière indéfinie, mais bonne chance pour vous faire rembourser le traitement à long terme si le patient n'a pas d'assurance privée. Et aussi une petite mention sur les patients qui ont une atteinte rénale isolée, qui tombent en dialyse. Il est recommandé, si possible, de tenter de garder le patient sous immunosuppression pendant quelques mois, on dit 3 à 6 mois, pour voir s'il y a une récupération rénale, mais de ne pas prolonger le plaisir si les reins ne récupéraient pas pour éviter les risques d'infection chez un patient dialysé avec un traitement immunosuppresseur à long cours. On parle toujours, bien sûr, d'un patient qui aurait eu une atteinte rénale isolée et aucune autre atteinte d'organe qui serait à risque de revenir. Le dosage du rituximab, eh bien, je vous sauve là, les deux premiers points, c'est ce que je vous ai déjà montré dans la diapo précédente sur le traitement en induction. Pour ce qui est de la dose de maintien, il y a eu plusieurs doses qui ont été étudiées. On parle entre autres de doses de 500 mg à chaque 6 mois, qui est la plus couramment employée. Mais il y a aussi eu des études sur des doses un petit peu plus élevées, jusqu'à 1 g chaque 4 mois. Et juste une petite mention de vous dire que si le patient n'a pas été induit avec le rituximab, il devrait être considéré de lui donner 500 mg, mais 2 doses initialement pour un peu partir la machine. Donc 500 mg, mais au lieu de donner chaque 6 mois ou chaque 4 mois, etc., donner à jour 0 et à jour 14 avant de passer à la fréquence usuelle. D'autres approches un petit peu plus marginales dans le traitement de maintien maintenant. Il y a eu quelques études sur des utilisations du rituximab au besoin, comme on ferait un peu en arthrite rhumatoïde, au lieu des traitements pré-planifiés à chaque 4, 6 mois, etc. La logique derrière cette approche-là était que dans certaines études, des patients qui avaient négativé leurs ANCA suite au traitement d'induction, et qui avaient des marqueurs de population de lymphocytes B, donc les CD19 circulant en périphérie, qui étaient bas, eh bien, aucun ou presque aucun de ces patients-là ne récidivait de leur vasculite ANCA. Alors, certains cliniciens ont étudié
une approche où les patients étaient suivis de manière cliniquement et on leur dosait des ANCA et des CD19 de manière régulière et qu'on ne redonnait pas de rituximab tant que les CD19 ne s'élevaient pas en haut de 20 ou que les ANCA ne redevenaient pas positifs. Dans ces études-là, les devenirs cliniques des deux groupes, les gens qui étaient traités au besoin ou des gens qui étaient traités de manière régulière, les devenirs cliniques étaient les mêmes, mais les doses de rituximab étaient moindres chez le patient au besoin. Donc, quelque chose qui peut être intéressant au niveau pharmacoéconomique, entre autres, mais qui n'est pas recommandé dans les guides de pratique. Vraiment, les guides de pratique recommandent des doses pré-planifiées de rituximab pour les patients en maintien d'une vasculite en cas. Finalement, les immunoglobulines, on aime beaucoup donner ça en maladie auto-immune, surtout quand on ne sait plus trop quoi faire. Eh bien, ces médicaments, ce produit-là est en effet recommandé chez les patients qui ont des vasculites réfractaires ou pour lesquels les autres thérapies sont contre-indiquées ou pas tolérées. Et une autre manière aussi que certains cliniciens emploient les immunoglobulines chez les patients qui ont un traitement de maintien de vasculite en cas est pour traiter l'hypogammaglobulinémie. Donc, les gens qui développent une diminution de leurs anticorps quand ils reçoivent du rituximab. En effet, le rituximab atteint les cellules B, qui sont des cellules primordiales dans l'immunité humorale. Donc, chez les patients avec rituximab, une certaine quantité de ces patients-là, pas tout le monde, développe une hypogammaglobulinémie. On parle souvent, pour que ça soit significatif, d'IgG qui tombe en dessous de 3 à 5 grammes. Et chez ces patients-là, certains cliniciens vont d'emblée les répléter avec des immunoglobulines, avec des doses pas d'immunothérapie, mais des doses moindres d'immunosuppléance. Chez certains autres cliniciens, certains dosent les immunoglobulines seulement si le patient développe une infection sévère, réfractaire ou récidivante. Et c'est à ce moment-là, si le patient a des immunoglobulines basses, qu'il va lui donner un traitement d'entretien plus ou moins au long cours pour éviter que le devenir infectieux du patient se dégrade. Finalement, une autre approche un petit peu plus marginale, l'utilisation du trimétoprime sulfaméthoxazole, le Septra qu'on appelle communément l'antibiotique, pour traiter des formes ORL limitées. Ça a déjà été étudié, surtout des études de cas, des patients qui avaient des atteintes ORL limitées et qui recevaient du Septra à long terme. Quoique efficace des fois dans certains cas, de manière générale, ça semblerait dans les études observationnelles que ce soit peu efficace et ceci requiert des hautes doses de Septra. Là, donc, on parle d'un comprimé double force 2 fois par jour, ce qui mène souvent à court ou même à moyen long terme à des intolérances et qui mène à l'arrêt de la médication. Donc, beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de c'est quoi une vasculite en cas, comment on le voit en clinique, comment on le voit au labo, comment la combattre. Ce qui me mène à vous parler de mes messages clés. Messages clés qui sont, que les vasculites en cas sont des maladies polymorphes plurisystémiques qui peuvent être parfois sévères. Là, les chiffres sont à l'envers, excusez-moi. Numéro 2, que la biopsie et le dosage des encas sériques sont primordiaux dans le diagnostic de la maladie et qu'un dosage sérique négatif n'élimine pas la maladie. Donc, quelqu'un qui ressemble à une vasculite en cas, qui a des encas négatifs, peut quand même être une vasculite en cas. Troisièmement, le titre d'encas chez un patient avec vasculite n'est pas relié à l'activité de sa maladie. Ensuite, le traitement d'induction devrait prioriser un sevrage rapide de corticostéroïdes, plus ou moins l'utilisation de l'avacopan dans des situations considérées appropriées. Le rituximab devrait être considéré pour chaque vasculite en cas sévère, autant en induction qu'en maintien, et parfois même chez les formes limitées ou moins sévères. Et finalement, la plasmaphérèse n'occupe plus une place régulière dans le traitement des vasculites en cas. Sur ce, quelques références pour les images particulièrement. Et je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Excellent, Patrice, c'était vraiment super belle conférence, super intéressant, super complet. Vraiment, les vasculites en cas du début à la fin avec les nouveautés en prime. Donc, bravo. Et effectivement, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, on a plusieurs questions là et les questions continuent à s'accumuler. Fait qu'on on va tout de suite commencer. Donc, première question, devons-nous absolument prouver par biopsie la présence d'une vasculite en cas dans des cas de présentation clinique probable si les ANCA sont positifs? Parce que notamment, on parle d'une situation clinique où l'hémorragie, une hémorragie alvéolaire là, confirmée par bronchoscopie, mais qu'une biopsie pulmonaire sont souvent risquées dans ces cas-là et effectivement non faites. Clairement pas. En effet, je suis bien d'accord. Il y a énormément de cas qui sont traités sans biopsie, mais il est quand même recommandé au niveau pour
s'assurer du diagnostic, étant donné qu'il y a beaucoup d'imitateurs, et aussi des fois pour nous donner une idée de la prognostication, particulièrement dans la biopsie rénale, d'effectuer la biopsie, si c'est jugé sécuritaire. Mais dans ma diapositive, je dis vraiment qu'il faut que les avantages dépassent les inconvénients, c'est clair. Là. Même chez les patients qui ont des glomérulonéphrite, des fois, on s'abstient de le faire. Quand la présentation clinique est claire, que le traitement est clair, même si on voudrait vraiment savoir la biopsie pour savoir la prognostic, là, des fois on se retient s'il y a des risques de complications, par exemple. Mais non, pas besoin de biopsie nécessairement, absolument. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Dans le cas de figure du poumon, c'était vrai que souvent, on ne va pas le faire. Pour ce qui est du rein, nous, je dois dire là, qu'on le fait pas mal tout le temps. Là. Mais effectivement, c'est pas 100%. Hein. Si on a des problèmes de coagulation majeurs, par exemple, là, ben là, on va pouvoir procéder maintenant après avoir éliminé des diagnostics alternatifs par des moyens non pathologiques, on va dire. Là. Le rein, c'est un cas vraiment particulier parce qu'on veut vraiment exact. le biopsier. Souvent, on est très excité de le faire, puis on aime ça avoir des biopsies. Puis aussi, le prognostic l'idée du prognostic que nous donne la biopsie du rein est particulière. Là. Donc, souvent, on est très content de l'avoir, mais en effet, des fois, il faut comme se calmer là. Quand il y a des risques trop élevés. Là. Bien d'accord. Alors, d'autres questions. Donc, quelqu'un nous demande si on peut parler de notre utilisation personnelle de l'Avacopa en pratique. Est-ce que on l'a déjà utilisé chez de nombreux patients? Quels sont nos critères de sélection de patients? Oui, on a. Moi, je fais de la rhumatologie dans mon milieu de deuxième ligne. On n'a pas de rhumatologue dans mon hôpital et on a beaucoup. L'épidémiologie chez nous est assez bizarre. Il y a énormément de vasculites en cas. Fait qu'on est six internistes et ensemble, on a au moins 2 vasculites en cas chaque par année. Là. Donc, à la gang, ça fait beaucoup. Et puis, on les suit communément. Donc, oui, on a utilisé l'Avacopan. Oui, l'accessibilité est excellente. Oui, la tolérance est excellente de mon expérience et de l'expérience de mon groupe. Et on a l'impression, quoi que on n'a pas fait d'études exactes, que les données qui sortent des études représentent la réalité de ce qu'on vit. Donc, des sorties de dialyse, on en a vu qui étaient inespérées. Bien sûr, c'est la diminution des effets secondaires reliés aux corticostéroïdes, c'est évident. Là. Les patients ne débalancent pas leur diabète, ne débalancent pas leur hypertension, etc. Mais il y a des infections quand même. Mais, est-ce que j'ai eu des grosses infections sévères qui m'ont surprise avec l'Avacopan, plus que ce qu'on donne en induction, là, plus que ce que les patients qu'on met sur Rituxan pour d'autres maladies, par exemple? Pas vraiment. Donc, mon expérience est assez positive. C'est une expérience personnelle qui n'a pas été étudiée formellement. Et l'accessibilité est bonne pour le moment. Donc, est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui. Là, mais oui, j'ai des bonnes expériences. Et c'est une molécule qui est facile d'accès. Oui. Tant que le programme de la compagnie est en cours, je pense que l'accessibilité va rester bonne. Exact. Et on espère que ça va être remboursé par la RAMQ lorsque la négociation sur le prix sera complétée. Parce qu'en réalité, étant donné que la valeur thérapeutique a été acceptée par l'INES, à ce stade-ci, il suffit que le bras de fer se termine d'une bonne façon, on imagine, j'espère, pour les patients, pour que ce soit finalement un prix raisonnable qui soit négocié pour que ce soit finalement remboursé par la RAMQ. Moi, je pense peut-être en 2025. On croise les doigts parce que les études sont positives, l'avantage est évident selon moi et les patients bénéficient. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que nous autres, au niveau rénal, étant donné qu'un avantage rénal, c'est assez largement utilisé. Pour ce qui est de quelqu'un, disons, qui n'aurait pas d'atteinte rénale, on peut imaginer les patients diabétiques, les patients fragiles qu'on ne voudrait pas rajouter une fragilité osseuse. Quand on pense que ce n'est pas un bon candidat à avoir les effets secondaires des corticostéroïdes, l'Avacopan devient tout de suite, disons, une alternative intéressante. Exact. Puis, on s'entend que si on veut parler purement d'argent, sauver des néphrons, ça sauve beaucoup d'argent avec le prix de la dialyse et tout. Donc, c'est un argument additionnel pour dire, peut-être avec des critères plus restreints, est-ce qu'on pourrait le rendre accessible plus rapidement? Ça pourrait être intéressant. Mais je pense que la compagnie et l'INES sont dans ce processus-là et j'espère, moi aussi, un devenir positif là, de toute cette discussion-là. Alors, il y a de plus en plus de questions, des nombreuses questions. Je suis obligé, je pense, de regrouper les questions par thème. Donc, il y a quelques questions qui portent sur le Rituxan cette fois-ci. Donc, quand
dans les cas d'atteinte sévère, est-ce qu'on arrive facilement à faire rembourser le rituximab pour le traitement d'éduction lorsqu'il n'y a pas de contre-indication formelle au cyclophosphamide? Oui, ben ça dépend de votre manière d'approcher le problème. C'est sûr que maintenant qu'il y a des biosimilaires avec le rituximab, les programmes patients sont rendus plus difficiles d'accès et la rapidité d'accès est ralentie. Je vous dirais que l'accessibilité est correcte. Ça finit par être remboursé. Ça finit par être approuvé. Mais si on veut induire un patient rapidement, je vous dirais en contexte extra-hospitalier, nous, on a eu des problématiques qui nous ont menés à essayer d'obtenir des doses intra-hospitalières là, pour le traitement d'induction. Il faut avoir la collaboration de son milieu, de son équipe de pharmacie, souvent la clinique de perfusion de chimiothérapie, s'il n'y a pas de clinique de perfusion de rhumato dans votre hôpital. Quand tout ça est employé, nous, notre expérience à date ressemble à ça. Là. On essaie d'avoir des doses en interne en attendant que ça soit approuvé en externe. Mais quand c'est approuvé en externe, d'habitude, ça c'est bien. C'est juste que malheureusement, après un certain nombre de mois, le médicament arrête d'être remboursé, là, puis le gouvernement demande une récidive pour recommencer la thérapie, mais avec de plus en plus d'études qui semblent démontrer une utilité à long terme là, de 3 ans et plus, avec de l'argumentation, puis les envois d'études, des fois, ça passe là, pour des traitements prolongés en maintien. Donc, je voudrais pour l'induction plus difficile, mais pour le maintien, c'est quand même raisonnable. Super pertinent quand même comme question parce que c'est des problématiques qui diffèrent d'un milieu à un autre. Là. Nous, on est un grand centre de néphrologie, alors on s'est arrangé avec notre comité de pharmaco, puis en induction, en médecine de jour, ça va bien. Là, on s'est accepté tout le temps. Mais je comprends que ça peut ne pas être nécessairement pareil partout, mais je pense avec de la persévérance, puis aussi avec l'argument, je pense, le meilleur, c'est que c'est ça qui est recommandé. Hein? De réduction en première intention. Alors, à ce moment-là, il faut être persévérant et ça devrait fonctionner. Ouais, ça fait quand même partie de nos devoirs en tant que médecin de un peu faire la défense de nos patients envers le système. Et quand on voit des recommandations aussi claires pour ce qui est du traitement optimal du patient, je pense qu'il n'y a comme pas vraiment d'excuses pour ne pas leur donner leur traitement optimal de manière à une vitesse qui est acceptable, donc assez rapide d'habitude. Là. Donc, une question ici sur la combinaison rituximab-cyclophosphamide. Est-ce qu'il y a des cas où vous allez faire le combo des deux médicaments? Je vous dirais, moi, d'expérience personnelle, ça a été c'est très marginal, l'utilisation des médicaments, de ces deux combinaisons de médicaments-là, à cause que la science n'est pas encore rendue là, selon moi. Mais clairement, je peux imaginer des circonstances où ça pourrait être considéré. J'ai des patients avec des atteintes très sévères où tu vas avoir un traitement incisif, puis quelque chose qui va prolonger aussi après. Et dans certaines études, comme je vous disais, des certitudes séminales là, pour l'utilisation du rituximab, ben, il y avait des doses de cyclophosphamide au début. Là. Donc, ça ne serait pas non plus fou d'utiliser exactement ce processus-là, ce tableau thérapeutique-là pour traiter un patient. Dire, ça se défendrait là, parce que c'est ça qui a été étudié. Mais c'est pas toutes les études qui faisaient ça. Là. Mais je vous dirais, c'est pas du tout de monnaie courante de faire ça. Puis je vous dirais, si vous considérez utiliser une combinaison, peut-être obtenir un avis de centre de référence, là, discuter de cas, ça serait moi ce que je ferais et ce que je fais. Là. Comme je fais de la deuxième ligne spécialisée. Là. Il y a des centres de référence partout au Québec. Je pense entre autres là, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dans le réseau de McGill, au CHUM, il y a beaucoup de vasculites aussi. Dans le réseau de Sherbrooke, je connais moins, mais c'est sûr qu'il y en a. Réseau de Laval, même chose. Donc, trouvez la bonne personne, puis parlez-leur du cas. Je suis sûr qu'ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Souvent, c'est des gens assez passionnés puis intéressés et qui sont surtout intéressés par les cas complexes de cette maladie-là qui les passionnent. Donc, ne vous gênez pas. C'est des gens d'expérience très accessibles et très gentils et très, 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 très experts dans le domaine. Donc, allez-y sans vous gêner. Oui, moi, je dirais le cas, peut-être le cas derrière la question, c'est peut-être une maladie réfractaire. Ouais. Alors, nous, c'est un peu là, on va l'utiliser, mais là, quand c'est rendu une maladie réfractaire, là, évidemment, je pense qu'il faut que le cas soit transféré dans les mains d'experts. Ouais, mais si tu y vas purement dans les guides de pratique, là, il y a nulle part qui disent de combiner. Hein. Ça fait que si tu penses à un cas réfractaire, tu suis juste les guides de pratique. Je veux dire, on s'entend que c'est des guides, là, c'est pas, ça ne dit pas comment. Tu as du rituximab, si ça ne marche pas, tu changes de molécule. Donc, tu passes au cyclophosphamide. Puis là, si ça ne marche pas, là, tu tombes dans les affaires plus marginales, comme l'induction au mycophénolate, les immunoglobulines. Mais il y a nulle part qui vont dire mets les deux. T'sais.
même si ça plaît à l'esprit, ça va mieux fonctionner. Ça touche pas les mêmes cellules, l'incisivité des deux molécules sont pas les mêmes, l'effet combiné, on l'utilise en pleine maladie, la cyclophosphamide avec les rituximab, là, les maladies néoplasiques. Fait que ça plaît à l'esprit que ça fonctionne. Mais ça n'a pas encore été assez étudié de manière formelle. Mais c'est clairement quelque chose qui intéresse les gens parce qu'il y a des études en cours à venir. Bien, donc il y a des questions sur le dosage des ANCA, mais si je regroupe ça, il semble se dégager deux questions principales. Premièrement, est-ce qu'on doit les suivre, les ANCA? Et deuxièmement, quand ça augmente, qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être, dans le cas plus particulier, lorsqu'on est rendu à la fin du traitement de maintien et que on a décidé, là, disons, de suivre quand même les ANCA et que les ANCA redeviennent positifs après la phase de maintien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, première chose, est-ce qu'on suit les ANCA? Non, bémol. Bémol, si on décide d'employer la méthode de rituximab au besoin, ben là, il faut le faire. Il faut suivre. Si ça s'est négativé, il faut voir si ça se réactive pour doser les ANCA au besoin. Sinon, moi, je ne vois pas d'utilité pendant que le traitement est en cours parce qu'on ne va pas rien changer au niveau de notre approche. Ensuite, est-ce qu'il y a une utilité quand on décide d'arrêter le traitement de maintien, de suivre les ANCA que ça serait négativé pour voir s'ils se réactivent? Je vous dirais, c'est très bon pour nous stresser parce qu'on va le voir monter, puis on va se dire, ouais, dans les études, c'est associé. Mais jamais, jamais, jamais les agents payeurs, selon mon expérience, à moins que tu mettes ça vraiment bien, là, vont redonner un traitement juste sur une augmentation d'ANCA s'il n'y a pas de réactivation clinique, s'ils ont déjà refusé de continuer le maintien. Donc, ça, c'est ma perception, mais c'est une question complexe. Là. Mais moi, je ne le fais pas de manière standard parce que je suis les guides de pratique puis je donne du rituximab à dose pré-planifiée d'habitude. Alors, on arrive pratiquement à la fin des questions. Il y a un cas intéressant ici qui nous est assez bien détaillé, là. Un cas qui a eu une atteinte poumon-rein qui, malheureusement, à la biopsie rénale n'a pas eu de chance. Là. Il y avait de la nécrose fibrinoïde, mais pas de croissant. Donc, il a été initié avec des bolus de surumédrol et du Rituxan, mais au sevrage de la prednisone, la créatinine qui avait baissé de 500 à 350 s'est remis à réaugmenter. Donc, on a été obligé de réaugmenter la prednisone notamment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce stade-ci? Le patient, disons, a été induit au Rituxan et là, de façon assez précoce, il y a une récidive d'insuffisance rénale aiguë. Oui, ben, je vous dirais, premièrement, il faut s'assurer que c'est bien ça la cause du problème. Là. Ça, c'est la première étape. Bon, je ne dirais pas jusqu'à dire de rebiopsier, à moins de vraiment avoir un doute, là, mais il faut s'assurer que c'est encore ça le problème. Ensuite, c'est sûr qu'il faut remettre un traitement d'induction, parce que je prends pour acquis que l'induction est terminée. Là. Fait qu'il faut réinduire le patient. Lui, ça serait un patient qui pourrait potentiellement être sélectionné pour avoir de la vacopan, selon moi, premièrement. Oui, je pense que là, j'ai résumé ça parce que la description est assez longue. Là, il avait déjà commencé sous avacopan, j'imagine, à cause de l'atteinte rénale. OK. Puis, c'est sûr que la manière que c'est approché de manière standard, les récidives, c'est que si le patient a été induit à une molécule, que son induction est terminée et qu'on a arrêté la molécule et que là, ça revient, mais que ça avait fonctionné antérieurement, on le réutilise la même. Donc, mettons qu'on arrête le Rituxan parce que la dose de maintien est finie, qu'il y a une récidive, si ça avait marché le Rituxan, on remet le Rituxan. Là, si je comprends bien, la récidive est sous Rituxan, donc ce qu'on pourrait considérer, si on veut être très cachère, ça serait d'utiliser la cyclophosphamide à la place s'il y a récidivé sous Rituxan, par exemple. Ou autre chose, si on veut vraiment éviter le cyclophosphamide, on peut des fois essayer d'induire au mycophénolate, là, ça arrive des fois. Ou sinon, si tout ceci avait déjà été employé, que c'était des échecs ou que c'était pas possible, des fois les immunoglobulines peuvent être une option. Là. Mais clairement, ce genre de cas-là, c'est un cas qui peut être discuté avec un centre référent. Si la deuxième ligne ou si la première ligne est un échec ou même la deuxième ligne après, si on est à l'aise de faire la deuxième ligne par nous-mêmes, ben, on peut discuter avec le centre référent parce que c'est quand même complexe et des fois, il y a des choses un peu hors de la boîte qui peuvent être employées. Un peu dans le spectre de ce que j'ai déjà mentionné. Là. C'est tout à fait un cas réfractaire là, qui est si la récidive est très précoce, là, puis qu'on commence la cyclophosphamide à ce stade-là, ce serait un petit peu comme un traitement combo cyclo. Puis l'idée des immunoglobulines intraveineuses, c'est très, très, très bien aussi. Mais nous, on ne fait plus de plasmaphérèse, par exemple.
Ouais, non, non, en effet, moi, j'aurais vraiment pas tendance à aller vers ça, comme, en tout cas pas comme deuxième ligne, là. Pas du tout, là. Bien, excellent. Je pense qu'on attend pour une dernière question. Donc, si un patient, donc, il va bien cliniquement, mais par contre, les encas restent toujours fortement positifs. Puis on va dire que c'est un patient qui a été traité sous méthotrexate au début parce que c'était jugé non sévère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on arrive, disons, à la fin du traitement de maintien, les encas sont toujours très, très fortement positifs, mais le patient va bien cliniquement. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a continué à doser les encas? Ben, c'est ça. Ma première question, ça serait ça. C'est Mais difficile de se retenir des fois. est-ce que j'orienterais une décision clinique dans ces circonstances-là sur un taux d'encas seulement? Pas du tout. Est-ce que je serais plus inquiet? Probablement. Est-ce que je ferais un suivi plus rapproché avec des analyses d'urine, par exemple, tu sais, des suivis cliniques plus rapprochés? Certainement. Mais puis aussi, j'aurais une discussion avec le patient. Je veux dire, tu sais, ces médicaments-là ne sont pas difficiles de remboursement. Ça fait que si le patient veut prolonger là, le traitement, parce qu'il a plus peur d'une récidive que des effets secondaires, eh bien, c'est pas non plus déraisonnable de juste maintenir le traitement de maintien avec un médicament modificateur de la maladie là, qui sont dans d'autres maladies auto-immunes employés pendant de très longues périodes de temps avec une tolérance qui est adéquate. Là. Je pense entre autres à l'arthrite rhumatoïde, des gens qui prennent du méthotrexate pendant des dizaines d'années. Là. Donc, ce genre de circonstances-là, je pense que c'est un bon moment pour avoir une bonne discussion avec le patient, pour prendre des décisions concertées. Mais c'est sûr que ce patient-là, si on décide d'arrêter ou de diminuer, ben, il faut un suivi quand même rapproché. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Il faut résister, encore une fois, à la tentation de trop faire une corrélation entre les niveaux d'ANCA et une corrélation clinique. C'est pas si direct que ça. Et on aurait pu aussi, dans ce cas-là, ne pas doser les ANCA et être satisfait de sa rémission clinique puis arrêter le traitement de maintien sans se poser de questions. Mais tu sais, des fois, c'est des patients partagés. Des fois, il y a un collègue qui dose les ANCA. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, c'est encore élevé, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, ça demeure une décision clinique. Et par contre, certainement que suivre le patient plus rapproché est une excellente option, disons, prudente. Puis on s'entend que au niveau des données, ce qui était associé à des récidives, c'était pas nécessairement des encas très hauts, plus autant que des gens qui négativaient et qui repositivaient après. Là. Donc, c'est pas En exactement. effet. Là. La gravité de la maladie n'est pas associée au titre d'encas non plus.